Herren und Damen, s'il vous plaît. Beeilen Sie sich. Voilà. Nous continuons nos travaux, vous l'avez vu, très substantiels, très nourrissants. Et nous écouterons maintenant M. Pierre Hillard, Oui, là, comme Hillard. l'adjectif. Oui, qui est professeur de géopolitique. Vous voyez que nous restons toujours sur les sommets. Et il a un titre pour le moins intrigant. Vous nous dévoilerez peu à peu le contenu, mais je m'empresse de dire qu'il y aura à votre disposition le livre Chronique du mondialisme. Vous voyez que nous sommes encore dans le même domaine qui a été déjà longuement débattu ici. Monsieur Hillard, vous avez la parole. Oh, je vais rester debout. C'est bon? Bien. Alors, sujet. En 1 heure, je vais essayer de vous brosser le cadre général de la bête qui est en train de fondre sur nos pauvres têtes. Voyez-vous, ce qui compte d'abord, c'est avoir un esprit pratique, voir les choses essentielles, ne pas se noyer dans les détails. Alors, je vais partir d'un fait et je vais élargir pour, d'une manière purement factuelle, vous présenter le cadre général de ce qui s'est fait, se fait et se fera. Alors, le point principal, point de départ, c'est le référendum écossais du 18 septembre qui a donné 55% pour le non. Échec écossais, échec avec des guillemets. Parce qu'en fait, cet échec apparent va bouleverser les structures du Royaume-Uni, mais en fait de plus en plus désunies. En effet, vous avez, dans cette tentative d'indépendance, je vous dis tout de suite, indépendance factice de l'Écosse, le parti indépendantiste, le SNP, le Scottish National Party, dirigé à l'époque donc par, parce qu'il vient de présenter sa démission, dirigé par Alex Salmond, qui donc prenait donc une indépendance. Et les jours qui ont précédé le référendum, certains sondages révélaient une victoire possible du mouvement indépendantiste. Et de pétoche, les dirigeants politiques anglais, conservateurs, travaillistes et libéraux, ont littéralement fait la danse du ventre devant les dirigeants et devant le peuple écossais pour leur dire « votez non, et en échange, on vous donne tout ». Une sorte de ce qui s'appelle une Devomax, pour vous dire, Devo pour Devolution, une sorte de méga régionalisation. On vous donne quasiment tous les pouvoirs, en tout cas des pouvoirs tels que vous frôlez l'indépendance, mais vous restez au sein du Royaume-Uni. Mais vraiment, ils ont publié ça sur les journaux écossais avec un grand titre, le serment, et un texte sur un fond papier jaune un peu parchemin, leurs 3 tronches et leur signature. Donc c'était vraiment une déclaration d'amour. Et le nom l'a emporté. Victoire à la Pyrrhus. En effet, après cette promesse, il faut de la part des dirigeants écossais passer à la pratique, c'est-à-dire qu'il faut accorder les pleins pouvoirs aux dirigeants politiques écossais dans tous les domaines, entre autres le domaine de la fiscalité, mais avec une modification profonde politique, car vous avez Royaume-Uni, en fait, l'Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et ce qui se passe, c'est que donner les pleins pouvoirs à l'Écosse nécessite aussi de donner les pleins pouvoirs à l'État du Royaume-Uni, Pays de Galles, l'État du Royaume-Uni, Irlande du Nord, et pareil pour l'Angleterre. Un exemple, vous avez des députés écossais qui votent à Westminster, mais inversement, donc pour des lois anglaises, mais inversement, vous avez des députés anglais de Westminster qui ne peuvent pas voter pour l'Écosse. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils veulent fédéraliser le Royaume-Uni et en fait faire en sorte que les 4 nations composant ce Royaume-Uni aient une autonomie telle que cela frôle l'indépendance. En fait, pour avoir l'indépendance, soit on y va d'un coup, soit on y va par étapes. Et là, le Royaume-Uni, il suffit de lire la presse anglaise, les journalistes anglais et les politiques anglais ont pigé que l'Angleterre allait
basculer vers un royaume désuni, prélude à l'éclatement des îles britanniques. Mais en fait, ce processus d'éclatement des États qui est en cours actuellement, eh bien, il se produit aussi en Catalogne, où vous avez eu, le lendemain du référendum écossais, le 19 septembre, un vote au sein du Parlement catalan, qui, par 106 voix contre 28, a lancé la possibilité d'organiser un référendum, normalement prévu pour le 9 novembre, et pas plus tard qu'aujourd'hui, 27 septembre, vous avez le patron de la Généralité de Catalogne, qui s'appelle Artur Mas, qui a signé un décret pour officialiser ce référendum, donc prévu pour le 9 novembre, référendum qui est refusé catégoriquement par Madrid, ce qui fait qu'il y a un bras de fer entre Barcelone et Madrid. Est-ce que ce référendum va avoir lieu le 9 novembre? Est-ce qu'il va être repoussé? Enfin, en tout cas, vous avez véritablement une tension très vive. Et vous avez eu dernièrement, 11 septembre, c'est pas moi qui ai choisi la date, mais c'est la date nationale catalane, vous avez eu une immense manifestation à Barcelone, où vous avez eu, pour l'indépendance, où vous avez eu, alors je rappelle que la Catalogne c'est à peu près 7,5 millions d'habitants, vous avez eu, certains ont dit 1 million de manifestants, d'autres 1,5 million, certains ont même dit 1,8 million en faveur de l'indépendance. Donc en fait, il y a vraiment un élan en faveur de l'indépendance et des mouvements sécessionnistes. Quand on voit un fait, on doit toujours voir l'origine du fait, principe de causalité. Et c'est intéressant de voir que ces partis indépendantistes, pour l'Écosse SNP, dans le cas catalan l'ERC, dans le cas flamand, là aussi la Belgique est en mauvaise posture, vous avez le parti de Bart de Wever, la NVA, tous ces partis-là, en fait, sont soutenus en sous-main par l'Union européenne. Et vous avez en particulier un parti européen qui s'appelle les Verts ALE, les Verts dirigés par Cohn-Bendit, ALE pour Alliance Libre Européenne, qui regroupe les partis régionalistes indépendantistes. Et vous avez, je suis venu avec l'original, une carte du Parlement européen, qui est en plusieurs langues, une carte de l'Europe ethnique avec toute la liste des mouvements autonomistes, enfin indépendantistes même, qui date de 1997. Je vous la montre. C'est celle-là. Et vous avez des remaniements de frontières ethniques. La Belgique éclate, la France éclate, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni éclate. Et vous avez sur la gauche, donc vous avez le Parlement européen, je rappelle que cette carte date de 1997. La Suisse éclate entre sa partie germanophone, francophone, etc. Vous avez sur la partie gauche la liste en 1997 de ces partis indépendantistes. Et vous avez l'Écosse, le SNP, vous avez le RC pour la Catalogne, et vous avez la Volksunie pour la Flandre. La Volksunie qui n'existe plus et qui a muté pour donner le nom à un autre parti politique, la NVA, de Bart de Wever. Donc en fait, et vous avez aussi l'UDB pour la Bretagne, etc. Et donc c'est très intéressant de voir que cette carte document officiel montre que ces choses-là sont préparées depuis des années, que ces choses-là n'arrivent pas comme ça inopinément. Et donc en fait, il y a un travail de fond qui permette l'émergence de ces mouvements. Ah, il faut savoir que pour comprendre... Oui, pardon. Ah ben c'est mon côté... j'ai toujours du mal à rester immobile. Il faut bien comprendre que tous ces éléments, j'allais dire, ce sont entre guillemets des anecdotes, je veux bien dire entre guillemets, qui montrent donc l'émancipation en cours. À quelle vitesse? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais ces émancipations en cours des régions, Écosse, Catalane, etc., montrent qu'il y a un travail de fond. Alors l'objectif, à partir de ces quelques exemples, c'est vous définir le cadre. Et je vais être méthodique. Je vais essayer de faire en moins d'une heure, donc il va falloir que j'aille vite. Vous avez deux choses. Vous avez d'abord le cadre politique, et ensuite le cadre ethno-linguistique. Cadre politique, c'est quoi? Mettre en place une Europe des régions. Comment mettons en place une Europe des régions? En promouvant le régionalisme. Vérité de la palisse. Oui, mais quel est le document qui lance la régionalisation en Europe? Le voilà, ce document. Document de 1997, rapporteur allemand, Peter Rabe. Rabe, c'est corbeau en allemand, mauvais signe.
Député socialiste Hollande de Basse-Saxe, vous savez que l'Allemagne est un État fédéral composé de Länder, Bavière, Saxe, etc. Et en 1997, le président du Land de Basse-Saxe, c'était un certain Gerhard Schröder, devenu chancelier ensuite. Ce Peter Rabe a rédigé toute une série d'articles pour la régionalisation de l'Europe. Alors je vous dis tout de suite, ce Peter Rabe, évidemment, n'était pas seul. Il était rapporteur, il y avait tout un groupe de travail pour lui apporter documentation, etc. Et c'est très intéressant, lorsque j'ai fait mes recherches à l'origine pour ma thèse de sciences politiques, c'est que j'ai toujours constaté que les Allemands, voulant diffuser le principe fédéral, régional dans toute l'Europe, s'appuyaient systématiquement sur des Espagnols, on gratte le mot espagnol, catalan, basque, galicien, sur des Italiens, on gratte le mot italien, des Friuli-Vénitiens. Alors c'est pas pour rien, vous avez eu quelques mois de ça, un référendum par Internet pour ou contre l'indépendance de Venise. C'est pas gratuit tout ça. Et puis des Belges, on gratte le mot belge, des Flamands. Eh bien, pour cette régionalisation, le groupe de travail avec ce rapporteur Peter Rabe avait pour patron, comme président de travail, un Espagnol, Libert Quatre Casas, catalan. Et donc on voit un travail intense et qui se traduit par le fait suivant, c'est que tous ces Catalans, Basques, Galiciens, etc., qui travaillent au sein des instances européennes, reviennent au bout de quelques années dans leur province d'origine et diffusent dans les structures de leur région l'idéal fédéral, régional et ethniciste. Un exemple, vous avez eu un institut européen qui s'appelle le Comité des régions, qui a été créé suite au traité de Maastricht de 1992. En fait, ce Comité des régions a été créé par le chancelier à l'époque allemand Helmut Kohl. Eh bien, de 1996 à 1998, vous avez eu comme président un Espagnol, en fait un Catalan, qui s'appelait Pascal Maragall. Après avoir donc exercé au sein de ce comité des régions, donc qui cherche à promouvoir le fédéralisme, l'ethnicisme et le régionalisme, eh bien ce Pascal Maragall est retourné à Barcelone et il a été le président de la région catalane de 2003 à 2006. Donc il a, fort de son expérience bruxelloise, pu diffuser, d'abord élaborer des mesures dans les médias, dans le système éducatif, etc., pour exalter l'âme catalane. Comme disaient les Allemands au XIXe siècle, il faut dégager le substrat ethnique de sa gangue étatique avant de procéder à de nouvelles combinaisons. Tout Reich est une sorte de fédération et toute fédération mérite le nom de Reich. Donc il y a vraiment une volonté de diffuser cet idéal fédéralo-ethno-régionaliste. Voilà pour le régionalisme. Et ce qu'on voit actuellement dans le cas de la France, où on passe de 22 à 13 régions, c'est évidemment, ce n'est pas Valls, ce n'est pas François Hollande qui sont à l'origine. Ils ne font qu'appliquer une mesure qui consiste à créer des grands blocs régionaux en France qui vont eux-mêmes s'intégrer dans une Europe des régions qui doit elle aussi s'intégrer dans un marché transatlantique. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous avez... vous avez en 2000 un discours du président Clinton, et d'ailleurs j'ai traduit le passage en question, où en 2000, Bill Clinton reçoit la plus haute distinction en faveur de la construction européenne. C'est amusant d'ailleurs de voir, c'est le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, c'est la plus haute distinction en faveur de la construction européenne. Alors, l'ont reçu Simone Veil, Giscard d'Estaing, Winston Churchill, Angela Merkel. Ça c'est normal. Richard de Coudenhove-Kalergi, le fondateur de la Pan-Europe, ça j'en parlerai. Qui connaît la Pan-Europe? Levez la main s'il vous plaît. Qui connaît? Ah, parce qu'il y en a qui regardent de mauvaises vidéos. Mais pour les autres, il va falloir le savoir. Alors, l'a reçu en l'an 2000, le prix Charlemagne, le président Bill Clinton, ce qui est quand même amusant ou savoureux ou inquiétant, puisque c'est un prix accordé aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Un président des États-Unis, par définition, l'Europe ne concerne pas. L'a reçu aussi en 1987, Henry Kissinger. Exceptionnellement, pour 2004, alors je vous ai dit, je fais exprès, vous avez eu Simone Veil qui a eu ce prix. Simone Veil, l'avortement. Un prix, le prix Charlemagne, plus haute distinction, c'est toujours le reflet d'une philosophie, d'une tournure d'esprit spirituel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc que ce prix-là soit donné à Giscard, Angela Merkel, Schuman, etc., c'est normal. Mais en 2004,
exceptionnellement, vous avez eu 2 prix Charlemagne. Le premier qui a été donné à l'ancien président du Parlement européen, l'Irlandais Pat Cox, normal, et le deuxième prix Charlemagne, Jean-Paul II, comme Simone Veil. Donc il n'est quand même pas normal de donner un prix à la personne qui est à l'origine de l'avortement et donner le même prix à une personne qui officiellement s'y oppose. C'est comme pour Monsieur Lefebvre, qui a défendu le catholicisme traditionnel, il aurait reçu le soutien du Congrès juif mondial, je dirais, attendez, ça colle pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, très intéressant. Donc on peut peut-être creuser et s'intéresser au fait pourquoi les instances mondialistes ont donné le prix Charlemagne au pape Jean-Paul II. À mon avis, il doit avoir des raisons. Promotion des régions. Voyez-vous, ce document, alors je vous ai dit 1997, en fait, beaucoup de choses ont été préparées avant 1997, mais vraiment là, ça a bien démarré à partir de cette date. L'objectif, c'est de donner une autonomie politique, fiscale, éducative, etc. aux régions, ces régions s'émancipant de l'autorité nationale et se greffant directement avec l'autorité supranationale de Bruxelles, où se trouvent les lobbies. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le président Bill Clinton, lors de son discours de remerciement, a rendu hommage à la régionalisation, tiens, pardon, parce que les lobbies américains peuvent s'adresser directement aux régions catalanes, piémontaises, alsaciennes, sans passer par la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc, États-Unis, Piémont, États-Unis, Alsace, il y a un léger déséquilibre. Comprenez la logique du système. Autonomie politique des régions dans tous les domaines. Montée en puissance de l'Union européenne qui a de plus en plus de pouvoir. Vous avez dit Bruxelles, mais aussi Francfort. Les États qui sont vidés de leur substance régalienne. Battre monnaie, c'est terminé, c'est Francfort, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc vous avez 3 niveaux, Union Européenne, État, région. Vous avez les États qui sont vidés de leur principe régalien, vous avez les régions qui ont de plus en plus de pouvoir et qui contournent l'autorité étatique pour s'adresser directement à la représentation bruxelloise, et entre les deux, les États qui sont pris entre le marché, ce qui fait que les États se vident et vont rompre. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le président du parti indépendantiste flamand, la NVA, a eu cette phrase très juste. Il a dit « La Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions ». Principe qui est valable pour la Belgique, mais pour l'Espagne, pour l'Angleterre, à différents rythmes. Je ne suis pas capable de dire si ça va prendre 3 mois, 6 mois, 3 ans, 5 ans, mais pas 50 ans non plus. Comprenez la logique mécano de ces gens-là. Vous avez une Union européenne qui a de plus en plus de pouvoir. Les régions qui ont de plus en plus de pouvoir. Les États qui sont vidés de leur pouvoir régalien. Il faut ensuite casser les frontières des États. La frontière représente la souveraineté d'un État. Parce que l'objectif, c'est, en plus de la primauté donnée aux régions, de créer des euro-régions. Qu'est-ce que les euro-régions? C'est un bloc réunissant minimum de régions, si ce n'est plus, de régions de part et d'autre de la frontière étatique franco-espagnole, franco-allemande, germano-tchèque, germano-polonaise, etc. Et donc, pour réunir ces 2 régions, il y a le problème de la frontière, de la souveraineté de l'État. Donc il faut dissoudre cette frontière. Qui s'en occupe? Un institut européen, créé en 1971, qui s'appelle l'ARF, Association des régions frontalières européennes. Eh bien, cet institut européen, là j'ai une petite plaquette sur l'ARF, pour les 25 ans, c'était en 1996 de sa création. Eh bien, quand on regarde tous les fondateurs et dirigeants, ils sont tous allemands. Tous. Enfin, il y a un Suisse allemand. Et parmi ces présidents, il y a entre autres, par le président de l'ARF, de l'Association des régions frontalières européennes, Wolfgang Schäuble, qui est l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel. Donc déjà, on peut se poser la question, tiens, c'est curieux, moi à l'époque, pour moi, l'ARF, c'était un peu tout le monde, français, italien, espagnol, etc., hollandais. Quand on voit qu'un institut pareil a que des fondateurs allemands, des présidents allemands, etc., ils ont eu parfois aussi récemment, un président espagnol, mais on grade le mot espagnol, c'était un catalan. Alors on se dit, il y a une raison. Parce que cet institut l'ARF a pour objectif de poursuivre la coopération transfrontalière entre les États. Principe qui est bon à la base pour
les travailleurs français qui vont aller travailler donc en Allemagne pour éviter, pour des facilités fiscales, déclaration d'impôts, etc., pour lutter contre la pollution, mais qu'il y ait une coopération transfrontalière. Le principe en lui-même, il est bon. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que l'objectif de cet institut, donc, qui a pour but de promouvoir la coopération transfrontalière, c'est de transformer les frontières nationales en frontières administratives. Et la frontière administrative, c'est plus ce n'est plus le reflet de la souveraineté des États. Est-ce que j'invente? Non. Document officiel, j'ai le document officiel de l'ARF, Charte européenne des régions frontalières et transfrontalières, c'est sa charte. Et je vais vous lire le petit passage que j'ai souligné en jaune, chapitre 3. Objectif, alors, chapitre 3, intitulé « Objectif de la coopération transfrontalière en Europe », je cite le document. « L'objectif de l'action menée au sein des régions frontalières et le but poursuivi au travers de la coopération transfrontalière sont la suppression des obstacles et des facteurs de distorsion existants entre ces régions, ainsi que le dépassement de la frontière, tout du moins la réduction de son importance à une simple frontière administrative. » Donc, reprenons la logique du système. Primauté de nos régions, primauté donnée à l'Union européenne, et on dissout les frontières, et ensuite, façon Rubik's Cube, on procède à des torsions sur le corps européen pour faire des remodelages et réunir des régions de part et d'autre de la frontière qui a perdu de sa valeur, pour créer des blocs régionaux, eurorégions, en fonction de critères soit économiques, soit ethniques, soit les deux à la fois. Et par exemple, vous avez, dans le cadre des relations, enfin des coopérations franco-espagnoles, l'Eurorégion qui réunit Méditerranée, qui regroupe côté espagnol la Catalogne et Midi-Pyrénées. Et évidemment, avec la frontière franco-espagnole qui a été fixée, traité des Pyrénées 1659, eh bien, cette frontière disparaissant, on crée un bloc et une nouvelle entité. En fait, les eurorégions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les départements de l'Union européenne, simplement à une échelle plus large. En fait, c'est le principe jacobin, c'est 1789 qui se poursuit, mais à une échelle plus large au niveau de l'Europe. Vous avez donc, j'ai évoqué l'aspect cadre politique. Et puis, vous avez parallèlement à ça ce qu'on appelle le cadre ethno-linguistique. Ethno-linguistique, c'est-à-dire tout ce qui est promotion des langues régionales et des groupes ethniques. Tout de suite, qui fait ça? Et en particulier, vous avez deux documents, la Charte européenne des langues régionales et la Convention cadre pour la protection des minorités. Qui est à l'origine de ces documents? Eh bien, vous avez pour cela un institut qui joue un très grand rôle, qui s'appelle l'UFCE, Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, qui a été créée en 1949. En fait, cet institut existait durant l'entre-deux-guerres de 1925 à 1938 avec un autre nom, il s'appelait le Congrès des nationalités. Il a été dirigé par un certain Ewald Amende qui travaillait main dans la main avec le ministère, enfin le gouvernement allemand de l'époque. Et cet institut s'est appelé donc à partir de 1949 UFCE, et il a été créé d'ailleurs au palais de Chaillot. Voilà, comme ça, c'est en France. Et chose très intéressante, cet institut a pour objectif de promouvoir l'indépendance des groupes ethniques, catalans, basques, etc. Chose très intéressante, une des personnes présentes lors de l'acte de fondation de cet institut en 1949, il y avait un jeune sous-secrétaire d'État qui s'appelait François Mitterrand. Je dis parce que j'ai les pièces d'archives. Donc il y avait toute la liste des participants, dont le jeune François Mitterrand. Il a été, c'est vrai, un peu partout dans sa vie. Cet institut, UFCE, a eu dès 1956 le soutien financier de l'Allemagne. Et d'ailleurs, chose très intéressante, c'est l'article, je ne sais plus combien, 32, peu importe, qui régit donc les statuts de cet institut. D'habitude, la langue de référence, quand il y a un litige juridique, c'est le français ou l'anglais. Là, c'est l'allemand, la langue de référence. On reconnaît la langue du maître. Cet institut va réunir autour de lui toute une série de juristes germanophones, autrichiens, allemands, et des juristes germanophones, un peu suisses aussi, mais aussi des juristes germanophones du Trentin-Haut-Adige, le Tyrol du Sud, qui est italien, avec pour objectif de produire un véritable corps de doctrine pour la protection des langues régionales et des groupes ethniques. Alors,
je vous passe les détails, l'essentiel de ce corps de travail a été mis en place en 1967. Et il a été affiné pour prendre sa forme définitive en 1994. Mais en fait, dès 1967, le gros du travail est fait. Et tout ce programme va littéralement nourrir des personnes au sein du Parlement européen pour favoriser l'émancipation des groupes ethniques et la promotion des langues régionales, catalanes, flamandes, galiciennes, etc. Et pour cela, vous allez avoir 3 étapes. 1984, 1988, 1993. 1984, le rapporteur est un Allemand, Alphonse Goppel. Qui est cet homme? Il a été entre autres le ministre-président du Land de Bavière. C'est tout à fait normal que l'Allemagne, des hommes politiques allemands, cherchent à promouvoir cet idéal fédéral, régionaliste, ethniciste, parce que ça fait partie de la spiritualité politique allemande. Mais chose très intéressante, Alphonse Goppel était aussi le président à l'époque de la Pan-Europe Allemagne. Très rapidement, qu'est-ce que la Pan-Europe? La Pan-Europe a été créée dans les années 20 par un aristocrate autrichien, enfin métis autrichien et japonais, Richard de Coudenhove-Kalergi. D'ailleurs, je vous parlais du prix Charlemagne. Le premier prix Charlemagne a été donné en 1950 et c'est lui qui a reçu ce prix. Bon. Et lisez le discours de Richard de Coudenhove-Kalergi en 1950 pour une Europe unie de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie et la naissance d'une union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, une fédération à 3, c'est son expression. Bien. Eh bien, la Pan-Europe a pour objectif quoi? On va sur les textes fondateurs de la Pan-Europe, une Europe unifiée, permettant l'émancipation des groupes ethniques d'un point de vue politique, économique et culturel. Donc c'est tout à fait normal qu'un homme politique allemand, qui plus est patron de la Pan-Europe Allemagne, puisse diffuser ce genre d'idéal. Il est très intéressant de voir que vous avez la maison mère, la Pan-Europe, qui a eu ensuite, après la mort de Coudenhove, comme patron Otto de Habsbourg, qui est mort il y a quelques années de ça. Il est très intéressant de voir que la Pan-Europe a des subdivisions nationales, Pan-Europe France, Pan-Europe Italie, Pan-Europe Espagne, etc. Et pour montrer l'importance de cet institut, qui est vraiment méconnu en France, dans les années 60, vous aviez une Pan-Europe France. Le trésorier s'appelait Georges Pompidou. Donc vous voyez le CV du bonhomme, ancien de Rothschild, trésorier de la Pan-Europe France, Pan-Europe poursuivant l'idéal d'une Europe unifiée, elle-même s'intégrant dans un cadre mondial. Donc on voit que ces gens-là, comme par hasard, ils occupent des postes qui vont toujours dans la même direction. Le deuxième personnage, c'était un aristocrate allemand en 1988 qui s'appelait le comte von Stauffenberg, la même famille que celle qui a essayé de trucider Hitler en 1944. Et le troisième, c'est un avocat allemand qui s'appelle Sigbert Halber et qui lui aussi était le patron de la Pan-Europe Allemagne. Alors, je vous ai donné trois dates, 1984, 1988 et 1993. Pourquoi? Tout le programme d'émancipation ethnique et linguistique qui a été élaboré par l'UFCE, tout ce programme a été défendu et présenté par ces trois hommes 3 fois de suite. Mais à 3 fois, ça a été un échec. Parce que, en 1984, la première fois avec Alphonse Goppel, les gens ont été littéralement effrayés parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait littéralement faire exploser d'un coup les États européens. En fait, le programme était tellement vaste que c'était carrément révolutionnaire. Une nouvelle tentative a été tentée essayée en 1988, à nouveau un deuxième échec, et puis troisième tentative en 1993, et à nouveau les gens effarés par l'ampleur du programme ont empêché finalement que ça soit adopté. Alors, afin de parer à ce problème, les dirigeants allemands, autrichiens, les jurys se sont dit, eh bien, on va concasser ce programme et le faire passer à petite dose dans le système. En gros, on passe, pardonnez-moi la comparaison, mais au moins vous comprendrez ça tout de suite, on passe du gros suppositoire au petit. Voilà. Par étapes, et là ça passe. Bah oui, parce qu'en 1993, ce programme éclate en 4 éléments. Une charte des lois régionale, une convention cadre pour la protection des minorités, un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et un 4e document qui est la Convention spéciale pour les droits à l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie régionale, et d'ailleurs document qui a été élaboré dans les années 90, qui est celui-là.
Et c'est donc ces 4 documents, ces 4 éléments qui ont littéralement été donc disséqués de telle manière qu'on puisse passer par petits bouts, si je puis dire, l'idéal germanique, linguistique et promotion des groupes ethniques. Charte des langues régionales, qui a été présenté d'ailleurs dans le programme de François Hollande, numéro 56, qui consiste à reconnaître l'emploi des langues minoritaires, galiciennes, basques, flamandes, etc., dans tous les domaines. C'est-à-dire que si la France ne l'a pas encore ratifié, elle l'a signé en 99, mais pas ratifié, eh bien, si ce document est ratifié en France, grâce à François Hollande, eh bien, n'importe qui pourra réclamer d'être jugé dans sa langue régionale, bretonne, corse, avoir des chèques dans sa propre langue. Je vous dirais à titre personnel, à Brest, les distributeurs de billets sont en 3 langues. Français, anglais, breton. Donc déjà, ça commence. Et donc, ça peut se coûter une fortune. Quand on voit ce document, il faut savoir qu'il a été lancé vraiment par les Allemands, puisque son rapporteur est lui aussi un avocat allemand qui s'appelle Herbert Kohn. C'est la résolution 192-1988 du CPLRE, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, c'est un institut européen, mais je passe. Et ce Herbert Kohn a travaillé main dans la main avec l'UFCE pour promouvoir cette charte des langues régionales. Deuxième document, Convention 4 pour la protection des minorités. Là, c'est carrément un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui s'appelle Rolf Gossmann. Dans un de mes livres, mon premier livre, eh bien, j'ai même son nom et son adresse au ministère de l'Intérieur allemand, qui a joué un rôle capital dans la promotion de l'ethnicisme, reconnaître les groupes ethniques. Et c'est très intéressant parce que ce principe racialiste, qui est propre à la spiritualité politique allemande, on retrouve ces passages dans un document qui est la charte européenne, la convention européenne, qui a été dirigée en fait par Roman Herzog, qui était à l'époque le patron du tribunal de Karlsruhe, qui est la charte européenne des valeurs. J'ai un trou de mémoire, et ça ne devrait pas m'arriver, mais là ça m'arrive. Un document qui est un peu le préambule de la Constitution européenne, enfin du traité de Lisbonne. Et il est reconnu explicitement la reconnaissance et la protection des groupes ethniques. Tout ça, ça vient de ces gens-là. Alors, vous avez une promotion des régions, promotion des groupes ethniques, avec finalement la volonté de faire en sorte que l'Union européenne soit un unique pôle de puissance. Février 2013, vous avez eu déclaration de Barack Obama en faveur d'un marché transatlantique. Et tout le monde est tombé des nues. Parce que, d'ailleurs je me rappelle les étudiants, ils ne connaissaient pas l'histoire du marché transatlantique, alors qu'en fait c'est une histoire ancienne. Dans son discours de février 2013 sur l'état de l'Union, Barack Obama dit qu'il faut créer un marché transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. En fait, il faut aller encore plus loin. Europe et d'un côté, Canada, États-Unis, Mexique. Créer un marché unique, libre circulation de tout. Un G2, comme le dit la fondation Bertelsmann, un bloc de 800 millions de consommateurs. Il va de soi que cette chose-là n'est pas arrivée d'un coup. Obama n'a été que le porte-parole de cette politique. Et voyez-vous, ce marché transatlantique, il faut bien comprendre que s'il va jusqu'au bout, il va, entre guillemets, nous tuer. Vous allez comprendre pourquoi. Les origines du marché transatlantique, oh, c'est ancien, 1939. En 1939, vous avez déjà des gens qui disaient qu'il faut mettre en place un bloc euro-atlantique. Et comment? C'est un Américain qui s'appelait Clarence Streit, qui était entre autres journaliste au New York Times et représentant du New York Times à la SDN, enfin, la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU à l'époque, qui a écrit un bouquin. Dans le Clarence Streit, lui et ses amis, parce qu'il avait des relations politiques, économiques et militaires, vous allez voir, entre autres, un de ses amis qui s'appelait William Donovan, qui a été le patron des services secrets américains durant la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit un bouquin en 1939 intitulé Union Now, littéralement donc Union maintenant, avec un sous-titre très intéressant, donc nous sommes en 1939, Proposition pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord. Et vous avez dans tout son programme place d'un marché transatlantique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet idéal va être, toujours sous la direction de Clarence Streit et bénéficiant de l'appui des plus hautes autorités politiques américaines de l'époque, entre autres avec Truman,
vous allez avoir deux déclarations d'unité atlantique, 1954 et 1962, pour donc créer un marché unique avec les barrières douanières qui sautent, vraiment un bloc unifié. Et là, vous avez la liste des signataires, américains, anglais, français, etc. Eh bien, la liste des signataires français, c'est très intéressant. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin Chronique du mondialisme. Vous avez en particulier un certain Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valéry. Mais il faut dire que la famille Giscard d'Estaing, c'est vraiment une famille damnée, parce que quand il s'agit de détruire la France, on les trouve au point clé. Alors je pense entre autres à la loi de janvier 73. Vous avez donc la famille Giscard d'Estaing, vous avez, c'est triste à dire, parce que c'est quand même un homme pour qui j'avais de l'admiration, que j'ai toujours de l'admiration, mais bon, le général Végan. Et vous avez aussi un certain Maurice Allais, qui a signé ça. Et c'est bon, on peut signer, faire une bêtise et se récupérer, mais il a signé ce document. Et vous avez aussi toute une série de noms comme, côté anglais et américain, comme un certain Julian Huxley, le frère d'Aldous, le meilleur des mondes. Et le Julian Huxley, entre autres, c'est lui qui a joué un rôle capital dans la création du WWF, vous savez, cet institut chargé de la protection de la nature. Chose tout à fait bonne, mais enfin, qui en fait a pour objectif de favoriser ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire de substituer l'amour de Dieu via le catholicisme par un amour, on voit Dieu dans l'arbre, enfin la nature, etc. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comme cet institut WWF est chargé de la protection de la nature, la faune, la flore, est un institut vérolé, puisqu'un de ses présidents, c'était un des plus grands patrons d'une compagnie pétrolière, je ne sais plus, la Deutsche Shell, enfin bon bref, donc on voit, c'est toujours amusant de voir des patrons d'une compagnie pétrolière s'occuper de la protection de la nature, bon, ça, c'est pas net. Bien. Alors, vous avez eu donc, je vous ai cité ça parce que cette création du marché transatlantique est très ancienne. Et elle a véritablement vu le jour et vraiment accéléré au moment de la chute du mur de Berlin. Et c'est absolument incroyable de voir finalement nos hommes politiques et les journalistes français à côté de la plaque, puisqu'ils sont apparemment tombés des nues avec l'annonce d'Obama, mais tous les documents en faveur de la construction de ce marché transatlantique sont sur le site de la Commission européenne. Il n'y a qu'à lire. Et vous avez 4 ou 5 documents clés en faveur, en faveur du marché transatlantique. 1990, déclaration transatlantique. 1995, nouvel agenda transatlantique. 1998, partenariat économique transatlantique. Et le dernier, 2007, qui est le CET, le Conseil économique transatlantique. Tous ces documents favorisent et construisent la mise en place d'un marché transatlantique. Et donc c'est tout ce travail de fond qui a permis donc l'élaboration et la mise en forme de ce marché qui maintenant, en théorie, doit voir le jour en 2015. En théorie, peut-être ça sera 2016. Et pour vous montrer comme ces choses-là sont préparées depuis bien longtemps, j'ai apporté dans mes documents un petit livre aux presses universitaires de France de Hervé de Carmois, sorti en 2007, qui s'intitule Euramérique, où l'auteur met en valeur donc l'existence de ce marché transatlantique. Mais qui est Hervé de Carmois? Hervé de Carmois, il a quitté son poste maintenant, était dans les années 2000 le vice-président de la Trilatérale Europe. Donc tous ces instituts trilatérales Bilderberg, qui sont des émanations du mondialisme, favorisent ce genre de choses. Donc, vous voyez que rien ne surgit au hasard. Et je reprends rapidement le cadre de ce mécano. Vous avez l'Europe. Les États sont cisaillés. Les régions montent en puissance. On crée des blocs régionaux. On donne les pleins pouvoirs à Bruxelles et à la Commission européenne et à Francfort. On crée un pôle européen de plus en plus unifié. Parallèlement à ça, vous avez une Amérique qui doit s'associer à un bloc nord-américain unifié, Canada, États-Unis, Mexique, chose qui a été lancée de la manière la plus officielle en 2005. Et d'ailleurs, vous avez, pour ceux qui lisent l'anglais, quoique non, c'est en 3 langues, anglais, espagnol, français, vous avez le think tank c'est un centre de recherche, le CFR, comme Council on Foreign Relations, qui a présenté tout le programme d'unification du bloc nord-américain, sorti en 2005, et qui a été présenté par
À l'époque, le président des États-Unis, à l'époque c'était Bush, fils. Côté canadien, à l'époque c'était Paul Martin. Et côté mexicain, Vicente Fox. Donc c'est la volonté de créer un bloc nord-américain qui lui-même va s'associer à un bloc européen pour former ce bloc euro-atlantique unifié avec 800 millions de consommateurs. Je vais vous parler des mouvements sécessionnistes en Europe, Écosse, Catalogne, Pays Basque, etc., en sachant que même des régions françaises, je vais le préciser tout à l'heure, mais je le dis tout de suite, même des régions françaises où il n'y a pas, entre guillemets, d'ethnie, centre, Rhône-Alpes, vont s'émanciper. Parce qu'il y a un élément clé, c'est l'aspect, ce qu'on appelle les fonds structurels. Les fonds structurels, c'est la somme d'argent que Bruxelles donne aux régions pour construire des routes, des ponts, lutter contre la pollution. Pour la période 2014-2020, Bruxelles a une cagnotte de 350 milliards d'euros qu'elle distribue aux régions. Les présidents de région bavent littéralement devant ce magot. Et il va de soi qu'ils sont ravis de l'évolution de la construction européenne, puisqu'ils n'ont plus l'État français, l'État italien, l'État espagnol au-dessus d'eux, mais directement comme interlocuteur direct, Bruxelles. Et Bruxelles encourage ces liens. Alors déjà dans le cas alsacien, nous avons perdu l'Alsace en 2003, puisque la représentation régionale alsacienne traite directement avec Bruxelles pour la gestion de cette somme d'argent. Et fin 2012, lors des États généraux de la démocratie locale, le président Hollande a appelé à étendre ce cas alsacien à toutes les régions françaises. Donc les régions françaises, qu'elles soient ethniques, entre guillemets, avec le Roussillon catalan ou la Bretagne, ou les simples régions technocratiques comme Rhône-Alpes, vont en fait s'émanciper de plus en plus du cadre national, puisque l'argent distribué par Bruxelles va passer de Bruxelles directement aux régions. Donc en fait, on assiste vraiment à un éclatement en cours des États. Petite remarque. Vous avez pour chaque région en France un conseil régional et vous avez un site internet. Même là, vous avez soit une européanisation de l'adresse, soit une régionalisation. Pour le conseil régional alsacien, pour la France, ça devrait être .fr, l'adresse internet, .fr. Ce n'est pas .fr, c'est .eu, le sigle en anglais Union européenne. Et dans le cas espagnol, plus exactement catalan, ce n'est pas pour le conseil régional catalan, c'est pas le terme exact, mais c'est ça. Eh bien, l'adresse internet, ce n'est plus .es pour Espagne, mais .cat, CAT pour Catalogne. Donc on a soit une européanisation de l'adresse, soit une régionalisation de l'adresse, mais dans les deux cas, le référent national, il disparaît. Alors, je disais ça parce que vous avez donc une émancipation des régions en Europe, une Europe des régions où les États donc sont détruits, mais le phénomène est identique aux États-Unis. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'en parle dans mon bouquin Chronique du mondialisme, je suis sûr que vous allez vous précipiter après, parce que d'autant plus, j'aimerais rentrer les plus allégés. Vous avez une volonté d'éclatement des États fédérés américains, et que ce soit le citoyen lambda, ou carrément le gouverneur d'un État. Et je pense par exemple au gouverneur texan, Rick Perry, qui veut l'émancipation du Texas. Et il y a quelques jours de ça, il y a un document qui est sorti de l'agence Reuters, moi qui avais le document officiel, j'ai été gâté, qui a fait une étude passionnante qui est le pourcentage, enfin c'est une étude très, très fouillée sur les mouvements sécessionnistes aux États-Unis. Et les chiffres vont de 19 à 34%. La région, la zone la moins sécessionniste, c'est le nord-est, la région du Vermont, etc., où vous n'avez que 19% des Américains à faire sécession, à vouloir faire sécession. Et la partie la plus sécessionniste des États-Unis, c'est la zone Texas-Arizona, où vous avez 34% des Américains qui veulent faire sécession du pouvoir de Washington. Et entre les deux, c'est des chiffres de 21%, 22, 26, 22. Voilà. Et en fait, une moyenne, ça fait un Américain sur 4 qui veut faire sécession. Donc ce n'est plus un groupuscule de 1% ou 1,5%. Là, c'est énorme. Et en fait, pourquoi? Il y a deux raisons. Que ce soit dans le cas nord-américain, où il y a une volonté de créer un bloc nord-américain, je vous ai dit l'année 2005, qui a été le lancement d'un bloc nord-américain, je ne l'ai pas dit, j'en profite. Je vous ai dit que toutes ces choses-là se préparent très longtemps à l'avance. Officiellement, la création du bloc nord-américain s'est lancée en 2005. En fait,
La première annonce de la création d'un bloc nord-américain unifié, c'est 1912. 1912, c'est sous la plume du colonel House, qui était le conseiller intime du président Wilson. Vous savez, les fameuses 14 propositions du président Wilson qu'on apprend, ou je ne sais plus si on apprend ça encore à l'école aujourd'hui, mais enfin bon, qu'on apprenait. Eh bien, en fait, c'est pas Wilson, c'est un maté, des presbytériens, enfin bon. C'est en fait le colonel House. Et colonel House a joué un rôle capital, entre autres, dans la création du CFR. C'est un homme extrêmement intelligent. Il avait sorti un bouquin en 1912 qui s'appelle Philippe Dru, administrateur, qui raconte l'histoire d'un coup d'État aux États-Unis pour mettre en place une dictature où la Constitution américaine est supprimée. Et il y a entre autres, c'est le chapitre 52, la création d'un bloc nord-américain unifié. 1912. Vraiment, il faut avoir... je ne vais pas dire qu'il faut remonter à Cro-Magnon, mais enfin quand même, il faut remonter en arrière pour voir l'origine du mal. Alors, je vous ai dit, dans le cadre, par exemple, européen, vous avez l'Union européenne, les États et les régions. Les États qui sont vidés de leur substance, et donc les régions qui traitent de plus en plus avec l'Union européenne. Donc vous avez donc tout naturellement une volonté d'émancipation de la part des régions, puisque à quoi ça sert d'être français, à quoi ça sert d'être espagnol ou italien, parce que mon interlocuteur n'est plus français, enfin l'autorité nationale ou l'autorité espagnole, c'est Bruxelles. Et le phénomène est similaire aux États-Unis, où peu à peu vous avez la création d'un bloc nord-américain qui existe déjà avec le cas de l'ALENA qui est l'équivalent de la CEE, Communauté économique européenne, qui ensuite s'appelait Union européenne après Maastricht en 1992. Donc tout naturellement, le fait national se disloque puisqu'il y a une entité supranationale au-dessus de l'autorité nationale. Il y a aussi une autre raison qui joue énormément, et en particulier en Europe, c'est que les États nationaux et nos dirigeants politiques n'assurent plus la sécurité, la justice. Ils n'ont plus de pouvoir. Et l'instinct de survie de l'homme fait qu'il se rend compte que c'est plus la peine de voter pour l'UMP, le PS, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Donc il y a un sentiment, un instinct de sécurité qui fait qu'on veut s'adresser à l'autorité la plus proche, le président de région, qui lui-même a le pouvoir de s'adresser directement à l'Union européenne, qui a le pouvoir. Donc c'est un peu l'exemple de la France de l'an 1000. Le royaume de France en l'an 1000, il y avait un roi de France, mais un roi de France qui en fait ne contrôlait que Paris et quelques petits territoires autour. Les grands féodaux, c'était eux à l'époque qui avaient le véritable pouvoir. Et les Français du royaume de France, eh bien, ils ne pensaient pas au roi de France, ils pensaient au seigneur qui assurait la sécurité. Quand il y avait les invasions vikings, eh ben, le roi de France il était bien faible. Donc on s'adressait d'abord à celui qui était capable d'assurer, donc d'apporter la sécurité et la protection. Donc c'était le seigneur. Et là, on a un peu la même réaction instinctive des Français, et c'est pareil aux États-Unis, où on se rend compte confusément que finalement l'autorité nationale n'a plus de pouvoir d'action, et donc on cherche désespérément l'homme qui assure cette protection, le président de région dans le cas de la France, ou le gouverneur de l'État américain. Ça aussi, c'est révélateur de la défiance des peuples qui sentent confusément que le pouvoir n'est plus à Washington pour les États-Unis, mais dans le cas d'un bloc nord-américain unifié, et puis dans le cas de l'Union européenne, alors là, on n'en parle plus. La situation, je vous ai cité l'Union européenne, je vous ai cité ce bloc nord-américain qui voit le jour, et qui doit donc former un bloc euro-atlantique unifié. D'ailleurs, je vous rappelle une chose, regardez vos billets de 10, de 20 ou de 50 euros. Vous avez l'Europe, et puis vous avez un pont qui file vers le large. Il ne file pas vers l'Amérique du Sud. C'est directement l'Amérique du Nord. Et à mon avis, s'ils ont fait ça, c'est qu'il doit y avoir une volonté de créer des billets, une monnaie, où on réunit les deux blocs. D'ailleurs, il y a un rapport très intéressant de 2004 de la Fondation Bertelsmann avec les think tanks anglo-américains, où ils disent, c'est la seule source officielle que j'ai trouvée là-dessus, où ils disent qu'il faut créer entre l'Union européenne, la BCE, et les États-Unis, la Fed, je cite, une arène monétaire. Une arène monétaire entre la Fed et l'UE, enfin la BCE, et une arène, par définition, c'est un lieu clos. Donc le coût du pont sur les billets, à mon avis, il doit avoir une idée en arrière-fond. Vous avez la création de grands blocs. L'Union européenne, il me reste combien de temps? 10 minutes 10 minutes. Alors j'y vais. Vous avez la création de grands blocs. L'Union européenne,
l'Amérique du Nord, communauté ou Union nord-américaine, mais vous avez le même phénomène en Amérique du Sud avec l'UNASUR qui a été créé en 2008 et qui est l'équivalent de l'Union européenne avec volonté de créer un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine, un parlement sud-américain. Vous avez pareil pour l'Afrique avec l'Union africaine et puis vous avez aussi le lancement cette année de la communauté économique eurasiatique qui réunit Russie, Kazakhstan et Biélorussie et qui doit dans quelques années s'appeler l'Union eurasienne. En fait, c'est Eurasia dans 1984, vous avez Océania, Eurasia et Slavia. C'est très intéressant de voir que finalement tout a été annoncé et préparé. Bon. Donc, en fait, la finalité dans cette gouvernance mondiale qui se prépare, c'est de créer des blocs continentaux, nord-américains, sud-américains, européens, eurasiatiques avec Poutine, etc., l'Afrique. Ces blocs continentaux constituant l'architecture générale de cette gouvernance mondiale. Mais là, il commence à avoir des frictions dans la répartition du gâteau dans ces gouvernances mondiales, en particulier entre d'un côté Océania, quand je dis Océania, c'est l'Union européenne et l'Amérique du Nord, et les États-Unis, et Eurasia, Poutine, et avec partage du gâteau qui se fait difficilement, et même avec beaucoup de difficultés, en Ukraine. Alors, ces oppositions, comment peut-on expliquer ça? On peut dire il y a deux choses. Voyez-vous, je me suis intéressé aux personnes qui entourent Poutine. Aussi les personnes qui sont en Ukraine, et puis pareil pour l'Union européenne et les États-Unis. J'aurais tendance à croire que les oppositions entre Océania et Eurasia, l'opposition entre d'un côté l'Union européenne, États-Unis d'un côté et la Russie, la communauté économique eurasienne et la Russie de Poutine, c'est d'abord et avant tout une opposition entre différents clans juifs qui, sous couvert du mot Russie, sous couvert du mot Ukraine, Union européenne, sous couvert du mot États-Unis, s'opposent. Les principaux collaborateurs et oligarques autour de Poutine sont presque tous juifs. Abramovitch, Moshe Kantor, etc., etc. Et en fait, cette rivalité, elle est d'ordre, entre guillemets, spirituel, dans ce sens qu'il y a une opposition entre ces différents clans, entre sionistes et pro-sionistes. Et antisionistes. C'est-à-dire que vous avez des oppositions. Le monde juif n'est pas un monde monolithique. Vous avez des sionistes, et Theodor Herzl, le fondateur, mais vous avez des opposants juifs farouches au sionisme. Il ne faut surtout pas croire que c'est un bloc unifié. Et ils se tirent dans les pattes. Ils sont féroces. Et ces oppositions, en fait, c'est des oppositions de partage de pouvoir, opposition entre autres avec Israël, des rivalités internes, et chose très intéressante, cette opposition se fait au niveau de l'Ukraine. Et l'Ukraine, c'est l'ancien territoire des Khazars. Les Khazars, c'est cette tribu turco, on ne sait pas trop, qui s'est convertie au judaïsme vers 740. Et les descendants des Khazars, ce sont les Ashkénazes. Et je suis convaincu que derrière les véritables rivalités d'ordre matériel pour le partage du gâteau des zones d'influence, il y a aussi une raison d'ordre spirituel entre partisans du sionisme et l'État d'Israël, parmi certains juifs, et les juifs qui, eux, s'opposent au sionisme parce qu'ils considèrent que c'est une offense à Dieu. Il n'y a que le Messie pour remettre Israël sur pied. Et qu'en particulier, les Khazars jouent les descendants de Khazars jouent un très grand rôle, et c'est quand même pas l'effet du hasard que cette rivalité a lieu au niveau de l'Ukraine, ancien territoire khazar. Chose très intéressante, vous avez l'Ukraine, vous avez le Kazakhstan, tout ça c'est très lié. Vous avez un endroit au Kazakhstan qui est très intéressant, qui est la ville d'Astana. Astana, c'est à la fois c'est un lieu très intéressant, d'ailleurs vous regardez sur Google, c'est une ville maçonnique. Tous les bâtiments ont une connotation maçonnique. C'est une ville ultra moderne. Et c'est très intéressant pour deux choses, pour l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Matériel, c'est à Astana que la communauté économique eurasiatique a été signée et fondée avec Poutine pour la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et c'est à Astana où se trouve le grand centre de la religion universelle, réunissant les musulmans, les juifs, les protestants
et les catholiques. Et le représentant catholique, quoi qu'il a peut-être quitté son poste parce qu'il est malade, c'était ou c'est encore le cardinal Torrent. C'est lui qui a annoncé l'élection du cardinal Bergoglio, pape François, celui qui a un problème de Parkinson, je pense. Voilà. Et donc, vous avez tous ces gens-là réunis au sein de cet institut à Astana, qui, quand même, petit anagramme, veut dire Satana, mais enfin bon, trois fois rien. Et, chose très intéressante, intéressez-vous au bâtiment de cette religion universelle d'Astana, qui regroupe donc musulmans, juifs, protestants, catholiques. C'est une pyramide. C'est une pyramide. C'est jamais cubique chez eux. C'est une pyramide. Le fond de l'histoire du mondialisme, je termine par ça. C'est depuis 2000 ans une lutte acharnée entre la synagogue et l'Église. Pour les catholiques, le Christ, c'est le Messie, fils de Dieu incarné. Pour la synagogue, c'est une hérésie. Le Christ est reconnu en tant qu'homme, d'un point de vue historique, il a vraiment existé, mais en aucun cas le Messie. Pour la synagogue, je rappelle les termes peu délicats utilisés par la synagogue donc pour désigner la Sainte Vierge, c'est une prostituée. Pour eux, il faut détruire tout ce qui est né de la rédemption. Je parle du judaïsme talmudique. Et qu'il faut remettre à l'honneur la synagogue, la seule, entre guillemets, église, pour attendre le véritable Messie. Et d'ailleurs, chose très intéressante, me baladant sur le site du Vatican, vous avez un bouquin qui est sorti dans les années 2000, qui a été préfacé à l'époque par le cardinal Ratzinger, où il dit ceci, dans sa préface, l'attente messianique des Juifs n'est pas vaine. Mais, on va dire, mais c'est dans mon bouquin, Chronique mondialisme, on est tous à la voix, on a envie de dire, mais attends, mon bonhomme, le Christ est passé il y a 2000 ans, et quand il reviendra, ça sera pour la fin des temps. Et en fait, pour les Juifs, l'arrivée du Messie, c'est pas la fin, c'est le début. C'est la naissance de l'ère, d'un nouvel ère qui fait que vraiment, ça y est, le Messie est arrivé. Donc en fait, c'est très intéressant de voir cette duplicité de langage de la part, à l'époque, du cardinal Ratzinger dans sa préface. Je suis allé sur le site du Vatican et j'ai mis les références exactes qui permettraient à toute personne étonnée de vérifier le passage. Bien. En fait, la synagogue a élaboré à l'égard du monde non juif, les goïs, les gentils, un programme qui s'appelle le noachisme, et qui est en cette loi pour régenter la planète entière avec pour objectif de mettre un seul intermédiaire entre le Dieu unique, surtout pas trinitaire, le Dieu unique et l'ensemble de la population non juive, qui est le peuple juif, peuple prêtre. Et donc auparavant, il faut détruire tous les intermédiaires qui empêchent l'enracinement de cette prêtrise judaïque du peuple juif, peuple intermédiaire. Là, je ne fais que reprendre leurs propos, je ne fais que retranscrire. Et dans cette histoire, vous avez le catholicisme qui bloque. Pourquoi ? Parce que le catholicisme, par définition, le prêtre est un intermédiaire. C'est le transparent du Christ. Lui seul peut pardonner les péchés, chose qu'un ange ne peut pas faire. C'est le Christ c'est le prêtre qui, lorsqu'il prononce les paroles à la messe, transforme le pain et le vin réellement en corps et sang du Christ. Chose qui est une aberration, une hérésie pour la synagogue. Donc il faut détruire cet intermédiaire catholique, du prêtre jusqu'au pape d'ailleurs. Principe qui va de même avec la monarchie française. Le roi de France était le lieutenant du Christ, l'intermédiaire entre le Christ, seul roi de France, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, et son peuple. Et croyez-moi, si les révolutionnaires, au lieu de décapiter Louis XVI le 21 janvier 1793, avaient pu choper le Christ, lui passer la guillotine. Faute de mieux, ils se sont rabattus sur lui, sur Louis XVI, parce qu'on ne pouvait pas avoir le patron. Bon. Donc il faut bien comprendre que la disparition des intermédiaires est un élément capital à comprendre, et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon avant-propos de mon bouquin Chronique du mondialisme, c'est faire en 20 et quelques pages une super note de synthèse sur qu'est-ce que l'esprit du mondialisme du monde antique jusqu'à aujourd'hui. Et que ça soit lu de manière la plus factuelle possible et que ça soit lu et accepté. Pour les faits,
qu'on soit catholique, juif, protestant, athée, martien, tout ce que vous voulez. Après, on est pour ou contre les conséquences. Ça, c'est libre à chacun de voir. Mais c'est ça que je voulais expliquer, que le nouvel ordre mondial, ce mondialisme dans lequel nous vivons, c'est un messianisme. Et un messianisme qui est pressé. Lorsque le 23 septembre 2012, toutes les communautés juives du monde ont récité une très courte prière pour l'arrivée du Messie, pour nous catholiques, l'Antéchrist, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire, spirituelle et matérielle est suffisamment avancée pour être couronnée par leur Messie. C'est ça. C'est le fin mot de l'histoire. Et pour des personnes qui, je pense ici, sont pour la plupart catholiques, humainement, ils ont gagné. Nos ennemis ont gagné, mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Donc on a cette certitude de victoire, cette espérance. Il n'empêche que le retour à une stabilité réelle où la France, l'Église, puisse renouer avec le baptême de Clovis. Je rappelle les propos du pape Saint Pie X, la France reviendra vers les fonds de baptisme de Reims, pour que l'Église catholique, qui a quand même dit, enfin pas l'Église, les hommes d'Église, qui depuis Vatican II ont dit des choses qui ne vont pas toujours dans la bonne direction. Je rappelle quand même le message de Noël, le premier message de Noël du pape Benoît XVI en 2005, je vous cite de mémoire: homme moderne, parfois faible, prend la main de l'enfant de Bethléem, seule une humanité, afin de combattre. Attendez, je reprends la phrase, c'est de mémoire. Homme moderne, parfois faible, prend la main de l'enfant de Bethléem afin d'édifier le nouvel ordre mondial. Seule une humanité unie pourra combattre le terrorisme, etc. Je suis désolé. Il aurait dit prend la main de l'enfant de Bethléem afin de combattre le nouvel ordre mondial et aussi afin d'instaurer la royauté du Christ. Bravo. Là, non. Parce que Vatican II, et il faut lire en particulier, et je me suis beaucoup appuyé sur ce bouquin, sur les mémoires du secrétaire général du Congrès juif mondial qui s'appelle Gerhard Reckner, qui a joué, enfin lui, son mouvement, son institut, ils ont joué un rôle capital, entre autres, dans Vatican II avec Nostra Aetate. Et c'est une tentative, avec la synagogue, de reprendre le dessus, mais il le précise, reprendre le dessus, ça prendra beaucoup de temps, il dit des dizaines et des dizaines d'années, mais peu à peu, il y aura une substitution afin de mettre en place, et ça sera ma conclusion, et je cite le terme officiel, mettre en place le catholicisme d'Israël. Je vous remercie.